nous chanterons le temps des cerises. Les guerres le signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises. Sifflera bien mieux le merle moqueur. Salut les Amanches, Radio Soupente, la station des Rapins, sans loi, sans foi et sans courbette, vous présente aujourd'hui, mardi 11 février 2020, l'émission Art Racaille, qui, pour sa partie artistique, vous causera dans le poste des contes étranges de Niels Jacobsen. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir et nous allons, au cours de cette émission, cette nouvelle émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Une petite citation pour la route de Pépère. Le riche commet le délit et le pauvre paie l'amende. Ouais, salut à tous. Donc pour nous joindre, toujours notre mail artracaille@orange.fr ou le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez.
Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. C'était la tactique du gendarme, Bourvil. Oui, pour appuyer mes citations sur les amendes que payent les pauvres. La tactique du gendarme. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité, dit la chanson. Une chanson de mon enfance qui me revient dans la caboche à propos de la dernière manif de Gilets jaunes sur la place du Palais Royal à Pantruche ce samedi dernier, 8 février 2019. On est lundi, dimanche qui est passé, c'était le samedi. Où ce que des Pékins affublés d'un gilet ou pas se sont vus infliger une contredanse de 135 plombs au motif que cette manif était non déclarée, donc interdite. Tout faux, comme vous pourrez le lire sur la pièce jointe. Et que même le Pandore qui colle la prune peut se retrouver taxé d'une amende de 100 000 € et d'une peine de prison. Je suis pas sûr qu'ils soient au courant. Ces sacrés bourrins, mais bref. Mais ils font comme si. Peuvent pas s'en empêcher, ces glands qui se croient tout permis. Que nenni les mecs, que je leur réponds, même s'ils ne demandent pas mon avis. Il y a des lois, des règlements, et que vous devez, malgré votre mauvaise volonté, à les observer. Et pif, dans le prose, camarade casque à pointe, savoir taxer les manifestants, exige des connaissances en droit que ne nécessitent pas les coups de gourdin légers de lacrymo, ni les envois de grenades de désencerclement, pas plus que le maniement du canon à eau. Bref, ils ont tellement l'habitude malsaine de tout se permettre, le plus souvent le pire, qu'on ne s'étonne pas de cette énième bavure. Que vous soyez manifestant porteur d'un gilet jaune ou pas, simple passant à proximité ou picolant à la terrasse d'un café, vous pouvez vous les bouffer ces 135 €. Et vive le droit constitutionnel de manifester. Enfin, si vous êtes plein aux as et qu'on sache, lorsqu'on fait partie de ceux qui ont les fouilles garnies, pas de raison d'y faire le gugus ou de zoner dans les alentours d'un défilé de contestataires, quoiqu'il y ait des vicieux dans tous les milieux. Une morale à cette histoire un peu zarbi. Bon, je sais pas trop si la morale a quelque chose à voir dans ce bousbire. Dans ce bio-pays pas très pote avec une notion bien précise de la démocratie, chacun des corps de l'État, à l'imitation de nos vaillantes forces du désordre, fait sa propre loi. Et l'exemple vient de la tête à Toto de l'exécutif, qui dit ceci un jour et dans la même journée l'exact contraire de ceci en disant cela. Et ainsi, un ruissellement de dérive du haut en bas
jusqu'aux députés et encore plus bas dans toutes les instances décisionnelles de l'État. Décisions qui sont toujours en relation étroite avec des règles comptables. Toujours à la recherche du profit maximum. Et c'est qui passe à la tonte? Question idiote, à laquelle, en idiot certifié, je peux répondre. L'étendue de l'histoire de la Macronie, de la Hollandie, de la Sarkozy, de la Chiracie, la Mitterrandie sont, en prom, ceux qui sont les plus démunis et ça remonte la pente pour arriver au sommet où règnent les grands prédateurs du bien public, qui ne cotisent pas à la hauteur du contenu de leur tirelire. Mais vous connaissez le refrain. Misère, 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 chanté. Un humoriste célèbre qui est, hélas, disparu aujourd'hui. Et 135 plombs de contredanse à la clé, je connais le métier. La technique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Ouais, c'est ce qu'il fait. En fait, après avoir crevé des yeux, arraché des mains, donc la police a peut-être pensé que, il fallait en passer par les contraventions. Donc, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que la manif de samedi, place du Palais Royal, était déclarée mais non autorisée parce que le préfet a délimité des lieux interdits. Et quand on voit sur une petite vidéo, on voit les déclarants de cette manifestation qui arrivaient sur la place du Palais Royal. Demande s'il y a dissolution ou pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas dissolution, c'est les déclarants qui peuvent être verbalisés. Et là, on arrive dans le surréalisme, c'est-à-dire que l'Assemblée, visiblement, décide de se disperser pour qu'il n'y ait pas d'amende, et sauf que la police nasse. Donc, en fait, la dispersion est impossible puisque les manifestants sont nassés sur cette place du Palais Royal. Et alors là, ce qui a été très drôle, c'est qu'à un moment, il y a d'autres gens qui sont arrivés et qui ont fait une ronde autour des policiers. Là, on était complètement dans un truc de film de Charlot, quoi. Effectivement, c'était quand même assez comique. Bon, ce qui est moins comique, c'est que des organisateurs comme Éric Drouet ou Julien Rodriguez sont poursuivis, harcelés, systématiquement visés quand il y a des répressions comme ça, et c'est vraiment la volonté de les faire capituler, quoi. Et on peut voir effectivement, il y avait deux passants qui témoignaient aussi, qui étaient dans un des périmètres probablement interdits, qui ont pris 135 € d'amende parce qu'ils étaient là où il fallait pas, quoi. C'est complètement c'est la folie, quoi. Toutes ces amendes qui pleuvent comme ça. Donc oui, on mettra sur le blog. Il y a par les Gilets jaunes de Montreuil, j'ai réussi. Il y a une lettre qui circule avec un modèle de contestation qui fait référence à différents articles de loi stipulant qu'effectivement on peut pas verbaliser comme ça, qu'on a encore un droit d'association à Paris, quoi. Oui, et que même si la manif n'est pas déclarée, elle peut se faire. Mais là, elle était déclarée. Non autorisée, mais déclarée. Non autorisée, mais déclarée. Voilà. Si une manifestation est non autorisée, mais déclarée, on peut manifester sans problème. Or, les représentants de l'ordre, vous mesurez toute l'ironie qu'il y a dans mon propos, se sont arrogés le droit de filer des contredanses, puis pas les petites contredanses, parce que les gens qui sont là en train de manifester sur la place du Palais Royal, c'est pas Bernard Arnault, c'est pas tous ces gens-là, voyez-vous, c'est des prolos. Et pour un prolo, 135 €, c'est une semaine de bouffe, au moins, si c'est pas deux. Voilà. Ouais. Donc, c'est toujours la même chose. On va pas revenir là-dessus, parce qu'après, on passera pour des gugus aussi, mais bon, ma camarade Piquet-Cou, quand même, qui est un peu plus fufute que moi, et puis qui habite dans une ville quand même assez en pointe dans le combat, Montreuil-sous-Bois, attention, une ancienne ville ouvrière qui a été tenue pendant presque un demi-siècle par les communistes. Voilà, maintenant toujours d'ailleurs, parce que le maire est un ancien de la liste communiste d'avant. Bref, parce que Montreuil c'était vraiment une ville ouvrière avec des manufactures, etc., etc., etc. Voilà. Alors maintenant, bon, il y a des bobos qui prennent. Qui occupent beaucoup de lieux qui étaient jadis occupés par les ouvriers, et puis il y a beaucoup de constructions nouvelles qui font... faut voir Piquet-Cou, quand on se balade avec elle dans Montreuil, c'est parfois un peu difficile, parce que chaque fois qu'il y avait un chantier pour une construction nouvelle, elle fulmine. Ouais, mais c'est vrai qu'il reste quand même...
une grosse mobilisation, il reste plein de gens qui ont envie d'en découdre et qui savent se réunir en allant vers justement des démarches plus constructives. Et même là, il y a des réunions autour du municipalisme libertaire. Ça, c'est Murray Bookchin qui avait parlé de ça dans ses bouquins. Et c'est intéressant d'envisager justement, surtout que là, on va voir les municipales. Donc là, tous les politiques sont aux aguets. Mais effectivement, tout ce qui se passe sur ces listes de gilets jaunes et dans les réunions ont envie d'essayer de faire autrement, quoi. Tout à fait. Voilà. Et je rappelle qu'à Montreuil, il y a une boulangerie qui s'appelle La Conquête du Pain. La Conquête du Pain, qui est un titre célèbre de la commune. Voilà. Pas de la commune, c'est un bouquin de Kropotkin. Oui, enfin Kropotkin et la commune, c'est pas complètement indifférent. Et qui, voilà, une boulangerie, donc anarchiste, hein, franchement, là, on rentre là-dedans, c'est tutoyé comme si on se connaissait depuis 20 ans. Non, c'est extraordinaire, ils font un pain génial. Ma camarade, c'est toujours elle qui m'a encore donné ces informations, parce que même si elle est bobo, elle est comme une frère révolutionnaire, voilà, une fausse bobo en même temps, on reconnaît, enfin, bon, c'est pour la titiller. Voilà. Alors donc à Montreuil, grâce à Montreuil, on peut vous mettre sur notre blog cette notice d'information qui vous énumère vos droits. Ouais, un modèle de lettre, selon, il y a deux cas, selon qu'on était dans une manif déclarée, mais non autorisée, ou si on était dans une manif non déclarée et par conséquent non autorisée. Voilà, c'est important parce que c'est vrai que ça peut vraiment servir. J'ai comme un doute, enfin bon. Alors, une citation. La démesure en fleurissant produit l'épi de la folie et la récolte est une moisson de larmes. C'est d'Eschyle. Alors moi, je vais parler de quelque chose qui m'énerve depuis très longtemps. Et justement, je suis contente parce que je suis abonnée à l'Âge de Fer. J'en parle régulièrement dans cette émission. L'Âge de Fer, c'est un petit journal associatif. C'est une scope. Ça coûte 2 €. C'est vraiment un prix ridicule par rapport à la masse d'informations. Et là, quand j'ai lu l'édito, j'étais contente parce que l'édito s'appelle Frustration en terrasse et revient sur toutes ces terrasses chauffées. Et effectivement, quand on se promène, que ce soit à Paris, en banlieue ou en province, il n'y a rien de plus énervant qu'en hiver, ces lampadaires et ces chaudières. Voilà, ces chaudières de terrasse là. Donc là, voyant cet édito là-dessus, j'avais envie de le partager, quoi. Donc l'édito s'appelle Frustration en terrasse et on revient donc sur cette idée qu'effectivement cette terrasse chauffée est tendance et que ça permet aux fumeurs de pouvoir être dehors tout en n'étant pas trop couverts ou en se caillant pas trop. Voilà, mais ce qu'ils disent dans cet article, c'est on ne crame pas que des clopes dans les soirées chauffées, on brûle aussi l'équivalent CO2 d'un SUV. Alors SUV, il faut comprendre, c'est le nouveau terme des 4x4, voilà, d'un SUV qui ferait 350 km par jour. Un tiers des débits de boissons se seraient équipés en France. Voilà, apparemment Paris n'arrive pas premier sur le podium, il n'y a que 12 500 à Paris. Je suis un peu sceptique, mais bon, c'est voilà. Et où c'est qui c'est le premier? Il précise pas, mais comme il y a toute la France, voilà, il y aurait 12 500 terrasses chauffées à Paris, et ils disent que grosso modo, cela équivaut quand même à une centaine de véhicules tout-terrain qui font le tour de la Terre chaque jour, ce qui est pas négligeable. Alors, les terrasses chauffées sont une innovation tellement grotesque qu'elle révèle effectivement quelques-uns des grands ressorts de notre économie et la façon dont nous les encadrons ou pas. Alors il parle d'abord d'un problème de concurrence, c'est-à-dire que s'il y a ce café qui a mis une terrasse chauffée, effectivement le voisin va se dire mais si lui chauffe sa terrasse, il va prendre toute la clientèle, je vais peut-être moi aussi chauffer ma terrasse. C'est pas forcément une réflexion intelligente, mais c'est une réflexion une réflexion de commerçant. Voilà, une réflexion de commerçant. On pourrait aussi, comme le précise après l'article, mettre des couvertures. C'est pas plus mal, récupérer des couvertures, pas forcément. C'était ça l'artiste. Voilà, mais là ils avaient même des couvertures d'Ikea, donc on n'est pas obligé d'aller chez Ikea, où on peut aussi récupérer des couvertures dans n'importe quel Emmaüs. Il y a plein de couvertures partout, et pourquoi pas du coup comme ça se couvrir. L'article mais aussi fait le point aussi sur parlant de satisfaction des besoins. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que est-ce que les consommateurs se ruent sur les terrasses chauffées, preuve qu'il y avait un besoin non satisfait? Évidemment que non. On voit plutôt ici que c'est un désir, c'est un besoin qui a été créé. Avant, on n'avait pas de terrasse chauffée et tout le monde s'en portait pas. Oui, enfin, il n'y avait pas de terrasse. On fumait à l'intérieur, je veux bien. Mais bon.
Voilà. Et alors il y a plusieurs, on peut voir les choses, ça revient sur le problème de la responsabilité individuelle ou de la législation, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut en appeler à chacun à son bon sens de dire bah moi je refuse, je boycotte les terrasses chauffées parce que c'est une aberration, donc par choix je vais aller à côté, ou est-ce qu'il faut légiférer? Moi je pense que par moment la législation a quand même du bon, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait la dernière fois quand même, c'est que spontanément les gens ne vont pas s'autoréguler. Et l'article se termine sur la ville de Rennes, que Rennes a interdit les terrasses chauffées depuis le 1er janvier. Et donc c'est quand même aussi des économies d'énergie importantes, même pour le bistrotier. C'est quand même lui qui va gagner aussi des sous. Non mais t'inquiète pas, si le bistrotier fait chauffer sa terrasse, il perd pas l'argent. Voilà. Parce Mais que on connaît les bistrotiers. Mais du coup, la législation n'a peut-être pas forcément du mauvais. De toute façon, il faut, parce que oui, il faut pouvoir stopper un peu ces délires. Ces délires comme ça, parce que il y a des gens qui vont même se dire parfois, même les gens qui vont se dire des fois écolos vont avoir des comportements, peuvent aller être les premiers à s'installer sur ces terrasses chauffées sans se dire qu'il y a quand même quelque chose, un paradoxe dans leur attitude, est plutôt paradoxale. Mais alors, si on veut aller jusqu'au bout de la chose, il faudrait interdire aussi que les bistrots soient chauffés à l'intérieur. Parce que ça fait, c'est le bistrot, la terrasse, c'est le bistrot. Le bistrot il est chauffé, mais sa terrasse n'est pas chauffée. Il y a quand même quelque chose qui cloche dans cette histoire. Oui, mais bon, tu étais le premier aussi à rouspéter contre ces... Je supporte pas, mais parce que je supporte pas qu'il faut les interdire. En plus, c'est une chaleur qui est assez insupportable. Donc, oui, c'est ça. On a l'impression d'être dans un grille-pain. C'est les radiants qui sont... Voilà. C'est la manière dont c'est fait. Enfin bon, moi, en tout cas, cet édito m'a fait plaisir, donc j'avais envie de le partager. Et le même que je voudrais bien partager ce numéro de l'âge de fer de ce mois-ci. Le dossier s'appelle Ménage qui fait le sale boulot. Et c'est un thème qui m'est particulièrement cher. Alors vous avez compris, suivez mon regard, qui fait le sale boulot, c'est la nana, et les mecs qui sont encore plus plantés sur place. Sauf que ça ne s'arrête pas, justement, il parle pas du ménage au sein du domicile de la famille, il parle plutôt du ménage au niveau, par exemple, même dans les entreprises qui se disent en autogestion, comment ça se répartit. Il parle aussi de... Pas forcément, justement. Mais bon, le ménage reste un gros souci d'organisation, chacun n'ayant pas les mêmes limites. Et effectivement, je trouve que c'est très bien que ce dossier fasse éclater ça. Il y a une femme qui témoigne, qui est femme de ménage, qui dit que ce qui l'ennuie, c'est pas tant de faire le ménage, c'est surtout que c'est l'invisible. Le ménage, c'est quelque chose qui est là, c'est propre, mais en fait, la personne qui est là est dans l'invisible. Et c'est ça qui est le plus dérangeant, c'est qu'il n'y ait jamais une reconnaissance de ce travail. Ça paraît normal. Voilà. Ah oui, donc, enfin, sur les machines. Donc, ce dossier est intéressant. Donc, je fais de la pub pour l'âge de fer du numéro 149. C'est 2 €. Et c'est pas en kiosque, il faut trouver des revendeurs ou aller sur leur site. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants.
Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. C'était Plus rien, les cow-boys fringants.